Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette première émission officielle de ma chaîne Les Dessous du Tarot. Ce que je vous propose pour débuter notre exploration du monde tarologique, c'est d'abord de faire un tour d'horizon de tous les types de jeux de cartes que vous pouvez utiliser pour votre pratique, quelle qu'elle soit. Lorsqu'on commence à s'intéresser au tarot, on se rend compte qu'il y a en effet toutes sortes de jeux de cartes qui s'offrent à nous et dans les dernières années, la création et la distribution de jeux a de beaucoup augmenté. Ce qui fait qu'en plus du tarot de Marseille, qui est le plus connu dans la culture francophone, on peut en effet retrouver différentes écoles de tarot, des oracles, des cartes à jouer standard, des systèmes particuliers tels que le Grand Lenormand et tout un éventail d'hybridation entre ces différents styles. Devant cette abondance, il me semble pertinent de se poser la question: qu'est-ce qui définit un jeu de tarot? Pour y répondre, nous allons explorer les jeux de cartes que l'on pourrait dire de base pour en établir les caractéristiques et ainsi être en mesure de mieux reconnaître à quel type de carte on a affaire, puis de faire des choix conscients si on décide de travailler avec l'une ou l'autre de ces possibilités. Je précise que je ne traiterai pas dans cette émission de l'origine des cartes, de leur évolution historique et de leur symbolisme. On se garde ça pour plus tard. Alors, c'est parti! Alors, nous allons commencer par le jeu de cartes traditionnel français que l'on appelle aussi le jeu de piquet. Alors, le jeu de cartes français est utilisé typiquement pour la cartomancie, qui est un art divinatoire par les cartes. Et c'est un jeu qui est constitué à la base de 52 cartes. Donc, 52 cartes plus 2 jokers. Alors, les 52 cartes sont divisées typiquement en 4 suites ou 4 couleurs ou 4 enseignes. Donc, ces 3 mots sont des synonymes ici. Alors, on a le cœur, le carreau, le trèfle et le pic. Pour chacune des suites, on a les cartes numérotées de 1 à 10, suivies de ce qu'on appelle les cartes de la cour ou les cartes habillées. Le valet, la reine et le roi. Examinons maintenant les variantes que l'on peut retrouver à partir de ce standard. Donc, les variations peuvent se situer au plan du nombre de cartes contenues dans le jeu. On peut en effet retrouver des jeux de 32 cartes, 36 cartes. Ce sont toujours en fait des retraits de cartes numérotées dans chacune des 4 suites. Ensuite, une autre variante que l'on peut retrouver, c'est au plan des symboles utilisés pour les couleurs. Donc, on a évidemment pour le jeu de cartes français le cœur, le carreau, le trèfle et le pic, mais selon la région, l'origine en fait du jeu de cartes, on peut retrouver par exemple pour la région allemande le cœur, le grelot, le gland, la feuille. Et donc, j'attire particulièrement votre attention ici sur le jeu de cartes italien qui présente la coupe, le denier, le bâton et l'épée à titre de symbole. Donc, on y reviendra, mais c'est une variante qui va nous intéresser pour la suite. Avant d'aborder le tarot, je dois vous parler des jeux de levée. Alors, les jeux de levée se jouent avec des cartes à jouer et reposent sur 2 principes. Le premier principe, c'est celui de la levée ou du pli, où chacun met une carte à tour de rôle qui doit être de la même couleur que la première carte jouée. Donc, la plus forte carte de la couleur demandée gagne. On reconnaît là les principes du bridge, qui est justement un jeu de levée. Le deuxième principe, c'est la notion d'atout. L'idée est simple. On choisit au début de chaque coup la couleur qui sera supérieure aux 3 autres. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'un des premiers jeux qui aurait introduit la notion d'atout s'appelle la triomphe. C'est un ancien jeu de levée qui ne se joue plus vraiment aujourd'hui. À l'époque, on désignait les atouts par le terme les triomphes, d'où le nom du jeu.
Et en anglais, on utilisait l'expression the trumps et en italien, trionfi. Donc aujourd'hui, on a quand même préservé le terme trumps en anglais pour désigner les atouts, alors que le terme atout s'est imposé en français. Alors voilà pour ce qui est du jeu de piquet ou carte à jouer standard française. On peut dire qu'on était en terrain connu avec ces cartes. Et ce qui simplifie les choses, c'est qu'à part les variantes dont on a parlé, le jeu utilisé à des fins ludiques ou à des fins divinatoires a vraiment la même structure et on utilise le même vocabulaire pour désigner les cartes. Ce qui n'est pas le cas pour le tarot. Il faut savoir qu'il y a en effet des cartes pour jouer au tarot, donc un jeu de levée, et des cartes de tarot pour la cartomancie. Le vocabulaire n'est pas le même non plus pour désigner les cartes. Et vous allez voir qu'il y a aussi des différences dans le type de carte présentée. Regardons d'abord le jeu de cartes pour jouer au tarot. Le jeu se présente comme suit. D'abord, on reconnaît les 56 cartes d'une valeur de l'as au roi, comme un jeu traditionnel français avec les symboles auxquels on est habitué, mais on a en plus l'ajout d'une figure de la cour. Ici, c'est un cavalier qui a été ajouté dans la version française. Et on a aussi l'ajout d'une couleur. Donc, les atouts que l'on appelle, donc qui sont numérotés de 1 à 21. Alors, vous voyez que ces cartes numérotées vont présenter des scènes, différentes scènes selon la thématique là, qui est présentée pour ce jeu de tarot. Et on a une carte un petit peu particulière qui s'appelle l'excuse et qui fonctionne un peu comme un joker. Alors, le principe du jeu de tarot, qui est un jeu de levée, est basé sur le pari de réussir un certain nombre de points pour le joueur qui prend. Et donc, les cartes vont évidemment valoir plus ou moins selon le type de carte que l'on retrouve dans le jeu. Alors, en constatant la structure proposée par le tarot avec ses cartes numérotées de 1 à 21 pour ce qui est des atouts, on peut facilement voir ici une évolution des jeux de levée avec cartes à jouer où les joueurs devaient choisir en fait parmi les 4 couleurs celle qui aurait le rôle d'atout et donc qui dominerait les 3 autres à un jeu où on ajoute une couleur en fait et à ce moment-là, cette couleur-là devient celle qui domine les autres, donc les atouts. Alors, ce serait peut-être la particularité du tarot dans l'évolution des jeux de cartes, des jeux de levée. Le jeu de tarot que je vous ai présenté, c'est la version qui s'est imposée parmi toutes les autres. Cette version est originaire de l'Allemagne et arbore des enseignes françaises et typiquement des scènes de vie pour les atouts. Donc, si vous achetez un jeu de cartes pour jouer au tarot aujourd'hui, vous allez avoir entre les mains des cartes qui reproduisent ce modèle. Mais il faut savoir que si cette version a été adoptée par les joueurs, de nombreuses autres versions ont été créées à travers le temps dans différentes régions et présentant de nombreuses variations. Par exemple, on retrouve, en plus des autres enseignes, différents personnages ou allégories pour illustrer les atouts. Aussi, des cartes numérotées vont parfois être retirées comme pour les jeux de cartes standards. On aura des jeux qui présenteront des atouts supplémentaires, comme le jeu Minchiate, qui en proposait 20 atouts supplémentaires. Et finalement, les règles du jeu vont varier et évoluer. Si la version allemande qu'on a appelée le nouveau tarot va demeurer la référence pour les cartes à jouer au tarot, c'est la version de Marseille arborant des enseignes italiennes ainsi que des personnages très symboliques et stéréotypés qui va être adoptée par les cartomanciennes et devenir la référence pour le tarot divinatoire.
Ceci étant dit, on peut maintenant aborder la question du tarot divinatoire. Donc, les différences entre le tarot divinatoire et le tarot pour jouer sont les suivantes. D'abord, on va nommer les cartes par les termes suivants: arcane ou lame. Ces deux mots proviennent de l'œuvre de Paul Christian, un occultiste du 19e siècle qui a écrit L'Homme rouge des Tuileries. Dans son œuvre, il fait référence aux lames, c'est-à-dire des plaquettes en cuivre ou en or sur lesquelles on retrouve des messages mystérieux. Il fait référence aussi aux arcanes, c'est-à-dire aux mystères, aux secrets cachés. Donc, ces deux mots, lame et arcane, vont prendre le devant pour désigner les cartes pour ce qui est du tarot divinatoire. On a toujours 78 cartes pour ce qui est des arcanes, mais elles seront divisées encore une fois en catégories, c'est-à-dire la catégorie des arcanes majeurs et la catégorie des arcanes mineurs. Alors, on va décortiquer chacune de ces deux catégories et je vais utiliser l'exemple d'un tarot de Marseille. Les arcanes majeures sont celles qui regroupent les atouts, donc les atouts que l'on retrouvait dans le tarot à jouer, auxquels on ajoute l'excuse, qui devient maintenant le fou et qui n'est pas numéroté. Du moins, si vous retrouvez un numéro, ce sera le 0. J'aimerais maintenant vous présenter les personnages ou les scènes qui font partie des arcanes majeures du tarot de Marseille, qui est ici notre standard, notre jeu de référence pour la cartomancie. Alors, on commence avec le mât ou le fou, le bateleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot, la justice, l'ermite, la roue de fortune, la force, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Ce sont donc nos 22 arcanes majeures du jeu de tarot pour la cartomancie. Les arcanes mineures regroupent nos 4 suites, nos 4 enseignes, mais cette fois-ci, le standard utilisé n'est pas celui des enseignes françaises, mais plutôt des enseignes italiennes. Donc, on retrouve la coupe, le bâton, l'épée et le denier, qu'on appelle aussi disque ou pentacle dans certains jeux. Maintenant, revenons aux 22 arcanes majeures. Alors, d'un créateur à un autre, on peut observer des variations qui ne modifient pas pour autant les caractéristiques de base du tarot pour la cartomancie. Typiquement, on retrouve 3 écoles auxquelles on peut affilier tous les jeux de tarot, bien que certains vont puiser des caractéristiques de différentes écoles. Le système du tarot de Marseille, le système du tarot de Rider-Waite-Smith et le système du tarot de Thoth sont les 3 écoles. Maintenant, je vais réserver une vidéo spécifique pour vous présenter davantage les particularités de chacun des systèmes et l'histoire de leurs origines et de leurs créateurs. Je vais donc ici seulement montrer des exemples de caractéristiques que l'on retrouve dans ces systèmes pour illustrer justement les différentes variantes. Pour les arcanes majeures, voici quelques exemples de variations que vous pouvez rencontrer.
D'abord, les arcanes majeures peuvent être illustrées de différentes manières. Par exemple, par des animaux au lieu des personnages, par des symboles ou des objets. Certaines peuvent être placées à d'autres endroits dans la séquence. Par exemple, la force et la justice peuvent être interverties. On a aussi le nom de l'arcane et son numéro qui peuvent être soit indiqués ou non sur la carte. Parfois, le nom même de l'arcane peut varier. Par exemple, le fou est parfois appelé le mât, la tour, la maison Dieu, la papesse, la prêtresse, le pape, l'hiérophante, la mort ne porte parfois pas de nom. D'ailleurs, c'est pourquoi on l'appelle la carte sans nom. Examinons maintenant les variantes que l'on peut rencontrer pour les arcanes mineures. Tout d'abord, on sait que les 4 couleurs ou 4 suites sont habituellement représentées par les symboles du bâton, du denier, que l'on appelle parfois aussi le pentacle ou le disque, de l'épée et de la coupe. Mais certains créateurs vont proposer d'autres symboles qui, cependant, renverront tout de même à la même symbolique. Voici quelques exemples. Alors, voici l'exemple du Numinous Tarot, dans lequel les symboles utilisés sont les suivants. Donc, en partant du haut, de gauche à droite, on a les cloches pour représenter les épées, les chandelles pour représenter les bâtons, les livres ou grimoires pour représenter les deniers et les flacons pour représenter les coupes. Pour ce qui est d'un autre exemple tiré de l'Halloween Tarot, là, on a vraiment une autre interprétation très, très créative. Donc, on a remplacé le denier par la citrouille, le bâton par le diablotin, la coupe par le fantôme et finalement l'épée par la chauve-souris. Donc, c'est quelques exemples de symboles qui peuvent varier. Pour ce qui est des autres variantes que l'on peut retrouver sur les arcanes mineures, eh bien d'abord, on peut, par exemple, retrouver une illustration différente d'un jeu à l'autre. J'ai pris ici le 2 d'épée pour vous montrer les différences. Typiquement, dans l'école de Marseille, les tarots de Marseille vont présenter des mineurs qui vont reproduire le nombre d'objets symboliques. Donc ici, 2 d'épée, on retrouve effectivement 2 épées là, qui sont courbées. Ensuite, dans l'école de Thoth, on a encore une fois les 2 épées qui sont présentes avec d'autres symboliques en arrière-plan. Et dans l'école de Rider-Waite-Smith, on a une scène avec un personnage qui représente la symbolique de la carte avec les 2 épées, évidemment, qui sont présentes. Parfois, vous allez avoir la numérotation de la carte et un thème, donc un titre à la carte. Par exemple, dans l'école de Thoth, tous les mineurs auront un mot-clé, si vous voulez, pour aider à interpréter la carte, ce qui n'est pas le cas pour le Rider-Waite-Smith ni pour l'école de Marseille. Vous pouvez aussi rencontrer d'autres variantes pour les cartes de la cour ou les cartes habillées. Par exemple, les cartes de la cour peuvent, au lieu d'être des personnages humains, peuvent être illustrées par des animaux, comme dans le Wild Unknown Tarot. Ici, on remarque que le cerf est donc utilisé pour illustrer les personnages de la cour. Parfois, vous allez avoir aussi une classification un peu différente de ces personnages de la cour. Donc, toujours dans le Wild Unknown Tarot,
Au lieu du valet, cavalier, reine, roi, on retrouve ici la fille, le fils, la mère et le père. Dans le tarot de Thoth, on a un autre classement également, c'est-à-dire la princesse, le prince, la reine et le cavalier. Donc, ce sont des variations que vous pouvez rencontrer, à titre d'exemple, dans les cartes de la cour. Si le jeu présente plus de 78 cartes, c'est que le créateur vous propose des cartes supplémentaires, mais qui ne sont pas essentielles à la composition du jeu. Par exemple, dans le jeu Pagan Other Worlds, on retrouve, en plus des 78 cartes, une carte supplémentaire nommée The Seeker, qui représente l'initié, celui en quête de connaissances, ainsi qu'une série de cartes représentant les phases de la Lune. Donc, ce sont des beaux bonus, mais ce ne sont pas des cartes essentielles au jeu de tarot. Et comme le jeu qui est fourni par Pagan Other Worlds correspond aux caractéristiques qu'on a nommées précédemment, je considère que même s'il y a plus de 78 cartes, c'est bien un jeu de tarot. Au final, ce qui est important lorsque vous décidez d'acheter un tarot pour la cartomancie, c'est de vérifier qu'il correspond bien aux caractéristiques de base, c'est-à-dire 78 cartes, pas moins. Il peut y en avoir plus, mais comme on l'a décrit précédemment, c'est important d'avoir les 78 cartes de base qui sont elles-mêmes divisées en deux catégories, c'est-à-dire les arcanes mineures avec 4 enseignes différentes. Ensuite, des cartes de la cour ou cartes habillées qui présentent 4 figures de base. Ensuite, les arcanes majeures qui vont présenter des cartes numérotées de 1 à 21, plus le fou qui n'est pas numéroté ou qui présentera le nombre 0. Donc, c'est vraiment les caractéristiques de base pour déterminer vraiment que c'est un tarot à des fins divinatoires. Maintenant, vous pouvez vérifier aussi à quelle école appartient le tarot, c'est-à-dire un tarot de Marseille, un tarot de type Rider-Waite-Smith ou un tarot de Thoth. Petit truc en passant, si votre objectif est d'apprendre le tarot, il est beaucoup plus facile de commencer avec un tarot Rider-Waite-Smith qu'avec les autres écoles. La raison en est que les mineurs sont illustrés et qu'il est donc beaucoup plus facile d'en mémoriser la signification. Et voilà, c'est ce qui met fin à la première partie de cette émission. Dans la deuxième partie, nous aborderons la question des oracles. En effet, il y a de plus en plus d'oracles disponibles sur le marché et ce n'est pas toujours évident de bien les distinguer par rapport au tarot divinatoire. On va aussi aborder la question d'un jeu de cartes assez particulier, celui du Grand Lenormand. Donc, j'espère que vous serez présente à ce rendez-vous et je vous dis à bientôt.